Oui, alors effectivement, parler la photographie, comme le titre l'indique, est un livre qui porte sur les rapports du langage et de l'image photographique, qui est une image bien particulière, et qui se caractérise souvent par son caractère d'évidence, c'est-à-dire qu'on a tendance bien souvent à croire que l'image ne fait que nous montrer ce qui a été pris dans la réalité. Et lorsqu'on cherche à dire ce que l'on voit dans l'image, on est bien souvent amené simplement à identifier ce qu'on observe, par exemple un objet ou une personne qu'on reconnaît ou qu'on reconnaît mal, selon les cas. Et il m'a semblé que ce type de discours ne rendait pas tout à fait justice au travail des photographes qui réfléchissent à la façon dont ils vont composer une image. Et donc il fallait trouver une manière un petit peu différente de parler des photographies, et en particulier de chaque photographie qu'on est amené à avoir sous les yeux. Alors ça c'est une première chose, et la seconde chose c'est que il existe bien sûr des discours assez savants sur la photographie. Par exemple, des discours qui se servent des images photographiques comme des documents d'histoire, ou qui s'en servent comme des témoignages sur des phénomènes sociologiques, ou encore des discours techniques pour savoir comment l'image a été prise, composée. Mais il me semble que dans ce cas-là, on n'est plus simplement, on n'est pas dans l'identification effectivement, mais par contre on est à distance de l'image. C'est-à-dire que l'image photographique devient simplement un prétexte ou un argument pour un discours qui au fond pourrait suffire à lui-même. Donc il m'a semblé qu'on était soit trop près de l'image, j'identifie le chat ou une personne connue que je vois sur l'image photographique, ou alors qu'on était trop loin, c'est-à-dire dans un discours savant. Les deux discours sont tout à fait légitimes, mais il me semble qu'il y avait un espace possible pour un autre type de discours qui consistait d'abord à accepter de ne plus simplement identifier, et d'autre part à ne pas se servir d'image photographique simplement comme un support pour un discours qui serait autonome, quoi. Parler la photographie, oui, pour choisir le titre de l'ouvrage, je voulais que le titre soit évocateur de la question qui m'a guidé, donc ce rapport d'un langage adéquat à l'image photographique avec donc, cette image. Et oui, il m'a semblé qu'on pouvait peut-être tenter cette expression un peu étrange, parler la photographie, plutôt que les mots de la photographie auxquels j'avais songé un temps, mais qui me semblaient un peu trop donner l'impression qu'il s'agirait d'un lexique simplement des termes qu'on emploie en photographie. Donc parler la photographie, oui, fait allusion effectivement à l'idée qu'on parle lorsqu'on prend la peine d'adopter une posture que je vais peut-être décrire après, une posture adéquate vis-à-vis d'une image photographique, qu'on emploie ou qu'on est amené à employer une langue particulière. Et cette langue va être notamment... alors cette langue, bien sûr, emploie les termes du langage ordinaire, hein, du langage courant, mais en tout cas, la façon de la déployer va être suscitée beaucoup par la nature de chaque image. Au fond, parler la photographie me semble être une manière de mettre en œuvre le discours qui soit sous l'influence, ou qui se laisse faire par la façon dont l'image est faite. Voilà. Par la façon dont il y a dans l'image un ordre non pas simplement visible, c'est-à-dire des choses qu'on repère, mais visuel, c'est-à-dire un agencement qui est fait de choses diverses et variées. Ça peut être bien sûr les choses qu'on observe, les couleurs, la composition, les nuances, tous ces détails qui composent au fond une espèce de langue que chaque image nous invite à dire pour l'arracher un peu au silence. Le livre de Barthes, La chambre claire, est un grand classique lorsqu'on s'intéresse à l'image et en particulier à la photographie. Et Barthes, je crois, Barthes est un des rares auteurs, à mon sens, qui se soit vraiment confronté à la question que j'examine dans le texte, c'est-à-dire que dire de cette image-là que j'ai sous les yeux. C'est-à-dire non pas un discours général sur la photographie en général, ou sur
une période de la photographie ou un type de photographie, mais vraiment qu'est-ce que je vois là dans cette image que j'ai dans la main ou que j'observe dans un ouvrage. Donc j'étais très en résonance avec cette démarche que je trouve très juste, parce que c'est toujours une image particulière que je vois. Ensuite, Barthes, lorsqu'il est confronté à cette question, dans son ouvrage, eh bien, en général, c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'il en dit assez peu de choses de ces images. Alors, il prend des exemples, par exemple, d'images de journalisme qu'il accompagne d'une brève légende qui consiste simplement à identifier ce que l'on voit dans l'image. Bon. De même, lorsque les photos évoquent des souvenirs plus personnels, eh bien, il identifie les personnages ou les choses qu'il y a dans la photographie. Et ça m'a semblé un peu court, et ça m'a semblé un peu étrange de la part de Barthes. Alors, donc j'ai été sensible à l'approche de Barthes, mais je pense qu'il est resté un petit peu loin de ce que la photographie lui aurait permis de déployer comme discours. Et donc c'est ça un petit peu la limite que j'ai trouvée chez Barthes, c'est-à-dire un discours qui méconnaît la façon dont l'image est faite, en fait. Au fond, Barthes parle beaucoup du référent, c'est-à-dire la chose ou la personne qui a servi de support à l'image, que l'on retrouve dans l'image photographique. Mais au fond, à force de voir le référent dans l'image, eh bien, Barthes ne voit plus l'image du tout, d'une certaine manière. Comme s'il traversait en quelque sorte l'image, et il le dit lui-même d'ailleurs, ce n'est jamais l'image qu'on voit, hein, c'est toujours le référent, c'est-à-dire la chose, personne, peu importe, qui a servi à fabriquer l'image. Et ça, c'est une chose c'est une façon de penser qui est liée, je pense, à l'histoire de la photographie. C'est-à-dire que lorsque la photographie a été inventée, alors certains diront qu'il y a eu plusieurs inventions de la photographie, mais il y a une certaine idée de la photographie qui a été inventée au XIXe siècle. C'est l'idée que la photographie est quand même la copie exacte et fidèle du réel. C'est-à-dire l'idée que la photographie ne fait qu'imiter la réalité. Et cette idée, qui est bien sûr une idée qui s'impose assez spontanément, hein, quand on voit une image photographique, on reconnaît quelqu'un ou quelque chose, bon, très bien, mais cette idée s'est tellement imposée qu'elle en a fini par occulter très souvent cette idée qu'une image a peut-être autre chose à nous dire que d'être simplement une copie de la réalité. Donc ce que j'ai tenté de faire dans le livre, c'est de montrer comment on pouvait peut-être dépasser cette espèce d'idée mimétique de la photographie qui produit un discours lui aussi mimétique, hein, je vois ceci ou cela, au profit d'un autre discours qui serait plus attentif aux détails de l'image, et peut-être pour en extirper autre chose. Alors le livre comprend deux parties. La première s'appelle Hypothèse et la seconde s'appelle Variation. Alors je vais commencer par la seconde parce qu'en fait, dans la chronologie de ce livre, de la façon dont je l'ai écrit, en fait j'ai commencé par la seconde. C'est-à-dire que j'ai très longtemps fait des comptes rendus d'exposition de photographie où il fallait rendre compte en quelques pages, enfin un texte assez bref, d'une idée générale qui traversait les expositions. Et qui m'a obligé, pour faire cet exercice, j'ai été obligé quand même de regarder attentivement la plupart des images qui étaient présentées dans les expositions. Et j'ai poussé en quelque sorte la contrainte à l'extrême pour mon plaisir personnel de me dire, eh bien voilà, si tu prends une image isolée, qu'est-ce que tu peux en dire, qu'est-ce que tu peux en écrire? Donc la seconde partie, qui s'appelle Variation, a été constituée comme ça, petit à petit, par des sortes d'exercices que je m'étais imposés au fur et à mesure. Et à mesure que je les ai collectionnés, en quelque sorte, eh bien, je me suis demandé, mais au fond, pourquoi je fais ça? Et qu'est-ce que cela enseigne sur, justement, les rapports de l'image et de la photographie? Donc j'ai voulu, de l'image, pardon, photographique et du langage. Et donc j'ai voulu essayer d'adopter une position un petit peu de surplomb et de me demander comment je pourrais mettre un peu du concept sur cette affaire-là. Et d'où la première partie qui est venue bien après, et que j'ai conçue comme une manière d'expliquer
un petit peu la démarche qui apparaît en second plan dans l'ouvrage, mais qui en réalité était première dans la fabrication de la réflexion. Alors effectivement, il y a 2 points là qui me semblent importants de préciser. Ce passage de l'image photographique au langage, donc comment est-ce que j'ai pu le concevoir? Qu'est-ce que j'ai fait finalement dans ces variations? Eh bien, dans la partie hypothèse, donc la première partie du livre, j'ai employé le concept de traduction. Il m'a semblé que c'était un concept opératoire pour décrire la démarche qui était la mienne, à savoir, voilà, j'ai une image, donc un système de signes visuels, et puis de l'autre côté, j'ai des mots du langage naturel. Et je n'ai pas tant cherché à trouver une vérité dans l'image, à imposer, je l'espère du moins, un sens qui serait une interprétation qui se voudrait absolue ou exhaustive de l'image. J'ai essayé de suivre ou d'inventer, en suivant un ordre que j'ai inventé dans l'image, enfin inventé non pas, j'espère, en disant n'importe quoi, mais en suivant les éléments visuels de l'image, pour en proposer une traduction en langue naturelle. Et ce concept de traduction, je l'ai emprunté aux anthropologues, et en particulier à Claude Lévi-Strauss et à Marcel Hénaff. Claude Lévi-Strauss explique bien que, au fond, dans les mythes, eh bien, ce qui est en jeu dans les mythes étant toujours au pluriel, hein, un mythe reprend un autre mythe qui va être lui-même repris, eh bien, lorsqu'on interprète un mythe, l'idée n'est pas tellement d'en extraire une vérité absolue, définitive, mais de le traduire dans un autre système de signes ou une autre forme de rationalité. Et il m'a semblé que c'était tout à fait juste et que ça pouvait peut-être s'appliquer au rapport entre l'image photographique et le langage naturel. Voilà, donc au fond, traduire l'un dans l'autre. Alors, évidemment, l'idée de traduction suppose l'idée de réversibilité. Cette idée de réversibilité, je l'ai rencontrée en discutant avec l'une des photographes qui est présente dans le livre, dans la partie variation, c'est Annelise Broyer, qui m'a appris, chose que je ne savais pas avant de la rencontrer, qu'elle-même traduisait, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle est très férue de littérature, et à partir de la littérature, elle fabrique des images. C'est-à-dire qu'au fond, pour elle, la traduction, en quelque sorte, va du texte à l'image. Alors, traduction, bien sûr, quand on dit traduction, on espère une certaine fidélité. C'est-à-dire que la traduction est balisée, l'arbitraire ne doit pas trop avoir sa place dans la traduction, si on veut qu'elle soit un peu fidèle. Donc, il y a quelque chose qui est balisé par la nature même de l'image. On ne peut pas dire n'importe quoi, enfin j'espère que je ne dis pas n'importe quoi dans les textes que je propose sur chacune des images. Et en même temps, traduire, c'est aussi avoir une certaine part d'interprétation. C'est-à-dire, il existe pour les grands textes classiques en langue étrangère différentes traductions qui sont aussi guidées, dont les différences s'expliquent par le fait qu'elles sont d'abord guidées par des interprétations, et en particulier lorsqu'il s'agit de langues rares ou de langues anciennes. On ne cesse par exemple de traduire Platon depuis plus de 2000 ans, eh bien, ce qui oppose les traducteurs, c'est pas simplement que l'un est plus précis que l'autre, c'est simplement qu'ils interprètent le texte d'abord différemment, ce qui justifie leur traduction. Donc je crois aussi que pour les images photographiques, les textes que je propose ne sont qu'une proposition, balisée ou qui évite, je pense, une certaine part d'arbitraire parce que je m'appuie sur ce qu'il y a dans l'image, mais en même temps, ils ne prétendent pas être la seule traduction possible. Alors ça, c'était le premier point. La traduction suppose effectivement un jeu de réversibilité ou de réciprocité entre les systèmes de signes. Mais d'un autre côté, le livre tend effectivement à laisser penser que l'image est peut-être première. Et cette idée, je la dois à Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser, le philosophe, a écrit sur la photographie, un ouvrage assez connu, Philosophie de la photographie, et puis d'autres ouvrages consacrés à la place de l'image dans la culture et dans la civilisation moderne. Et Wilhelm Flusser explique très bien qu'au fond,
le temps du texte écrit est fini. Nous sommes passés à l'image. Et Wilhelm Flusser s'inscrit dans une grande tradition, je dirais, d'analyse des outils de communication de l'être humain. Et il a comme prédécesseur important, je crois, Victor Hugo. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo a un très beau chapitre qui s'intitule « Le livre tuera l'édifice ». Victor Hugo explique que pendant très longtemps, avant l'invention de l'imprimerie, c'était les bâtiments, les édifices, qui au fond étaient les porteurs de sens et les marqueurs de sens pour les communautés humaines. D'où ces bâtiments avec des éléments tout à fait significatifs. Et bien sûr, quand on parle de Notre-Dame de Paris, ça l'est évidemment d'autant plus. Hein. Toutes les figures portent des symboles, alors qui n'étaient pas forcément toujours compréhensibles de tout un chacun, mais qui, globalement, explique Victor Hugo, étaient quand même révélateurs d'un sens à peu près accessible pour la communauté humaine. Et puis Victor Hugo explique quand même qu'avec l'invention de l'imprimerie, les choses ont changé. Désormais, la communication, l'expression du sens, ou de la signification, de la pensée, va être matérialisée dans un objet qui, d'une part, n'est plus visible dans l'espace public, mais simplement qui circule dans sa matérialité un peu plus minimale quand même que celle d'une cathédrale par exemple. Et puis deuxièmement, je viens de le dire, cet objet circule. Donc ça a permis le développement d'une pensée de façon beaucoup plus universelle. Alors Victor Hugo conclut en disant que le livre tue l'édifice, c'est-à-dire que bien sûr on continue à créer des édifices porté par un projet architectural fort, mais la densité du sens qu'une civilisation produit est désormais portée par le livre. Eh bien, j'ai envie de dire que Wilhelm Flusser passe à l'étape suivante en disant qu'au fond, l'époque du livre et du texte est en quelque sorte derrière nous, et que désormais, c'est l'image qui prévaut, et donc il est important de savoir peut-être comment la regarder, ou comment la parler, hein, pour reprendre le titre du livre. Wilhelm Flusser sait bien que les livres vont continuer à exister et qu'on va continuer à écrire, mais en termes de moyen central d'expression du sens et de transmission, je dirais, de la pensée, eh bien l'image acquiert une importance vraiment considérable. Et je crois qu'effectivement, j'ai peut-être été porté par cela sans m'en rendre compte tout de suite, en faisant les exercices de variation, en proposant une image qui serait assortie de son texte, c'est-à-dire me forcer à d'abord voir l'image avant de parler, en quelque sorte. De même qu'on a appris à lire et à écrire, et qu'à une époque ça a été quand même, et ça continue d'être le fondement d'un développement, je dirais, intellectuel, qui permet ensuite de prendre position et d'exercer une liberté dans la délibération, et puis ensuite éventuellement dans la prise de décision, que ce soit personnel ou que ce soit au niveau collectif et politique. Mais il me semble que la même chose devrait peut-être se produire au niveau de l'image. Et là, cette idée est déjà un petit peu ancienne d'une certaine manière, je ne l'invente pas du tout. Cette idée, c'est l'idée de Laszlo Moholy-Nagy, qui explique que l'analphabète de demain, ce sera celui qui, effectivement, ne sait pas, alors est-ce qu'il ne sait pas faire des images? Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être celui qui ne sait pas les regarder. Mais cette idée ancienne, je ne sais pas à quel point elle est tout à fait déployée ou mise en œuvre. Donc c'est simplement ça que j'ai voulu rappeler. Il ne s'agit pas simplement, ou ça serait peut-être plus compliqué à mettre en œuvre, que chacun devienne photographe, mais au moins prenne le temps de voir comment les images sont faites. Ça, ce serait un premier point. Et puis deuxième point, peut-être pour expliquer le prolongement peut-être politique de mon propos, c'est qui fait les images.
Alors, devenir photographe ne s'improvise pas, mais en tout cas, l'expérience, je dirais, très très familière que nous avons de prendre des photographies, que ce soit avec un appareil photo ou avec un appareil téléphonique, comme c'est très facile de le faire aujourd'hui, eh bien, la confrontation entre ce qu'on prend comme image, le résultat que cela donne toujours des surprises. Au fond, l'image est toujours différente de ce qu'on avait vu. Eh bien, je pense qu'on pourrait aussi peut-être exploiter cet usage ordinaire de la photographie pour montrer que une image, c'est d'abord une fabrication, une construction, un artefact qui engage beaucoup de choses, et qu'ensuite, comme continuation ou développement ultime de cette idée-là, les images produites par n'importe quel sujet photographiant donnent une représentation du monde complètement différente. Et je crois qu'on aurait une vision bien différente de la société si on donnait un appareil photographique à tout le monde pour représenter sa propre vision du monde. Donc peut-être que là, il y aurait un débat d'images qui révélerait beaucoup de choses que nous ignorons, parce que les images photographiques ne sont pas forcément prises par ceux dont on parle, par exemple les exclus, les gens moins visibles, qui sont pris en photo, mais qui ne prennent pas des photos de leur propre vision du monde. Voilà, donc je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, mais je n'ai fait que l'esquisser à la fin de l'ouvrage. Voilà.